tout le monde. Bonjour Maïté. Bonjour Micheline. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui Micheline, on va se préparer un petit résoupe à la liégeoise. À la liégeoise, ça tombe bien, on a tout ce qu'il faut je pense. Hein. Alors pour faire ceci, vous aurez besoin de Toleman PCTPE. Quoique j'ai ouï dire qu'il est possible maintenant de faire ça dans d'autres matériaux. Effectivement, avec le TPU 70D. Le 70D 70D à la liégeoise. à la liégeoise. Ou encore le TOF PLA. Mais voilà, ça ce sont des matériaux qu'on n'a pas encore expérimentés ici dans l'émission. Donc on va se baser sur le PCTPE de chez Toleman. Vous aurez besoin également de plaques de carbone. Ça, vous allez devoir les faire découper en ligne. Ou alors Micheline, tu avais une autre solution pour nous? ABS. ABS. Vous peut avez être le choix possible des bottoms en carbone ou en ABS. Alors, au niveau de la visserie, vous aurez besoin de 4 vis de M3 par 40. Ça, c'est pour fixer le drone ensemble. Je ne sais pas si on a un petit duct après pour vous montrer comment ça se fixe, mais voilà. On a les vis M3 par 40 qui passent sur le côté avec le petit écrou. Vous aurez besoin de 4 vis M3 par 30 pour fixer votre stack. Et si vous êtes sur un Vista, vous aurez besoin également de M2 par 16 pour fixer le Vista sur la bottom plate. C'est magnifique. Alors, ce qui fait la particularité du Resoup, c'est d'une part l'effet de propulsion que crée le duct, mais d'autre part sa motorisation. Pour la motorisation, on va partir en règle générale sur du 2204, 2900 kV en 6S. Attention, au niveau de la motorisation et des hélices, par exemple toute la team Wallifornia, ils ne gèrent plus que par les 2305 2550 kV en tripale. Ça va bien? Ah, je ne l'ai pas expérimenté, Micheline, donc ça je ne saurais pas vous dire. A l'origine, le Resoup a été conçu avec les X-Nova 2204 2900 kV. Ce sont des moteurs puissants, solides. Malheureusement, ils ont la réputation de causer des désynchros. Depuis, vous avez la pléthore de moteurs similaires qui sont sortis, je ne vais pas tous les lister ici, et avec la certitude de m'attirer les foudres, je ne vais en citer qu'un. Mon préféré, c'est le T-Motor 2203 2850 kV qui ne pèse que 19 grammes, mais qui, attention, possède une base en 12-12, donc prenez bien le duct qui est conçu pour ces moteurs. Au niveau de l'électronique à bord, nous avons soit la possibilité de mettre du 30 par 30, 20 par 20, ou alors carrément une all-in-one. Ici, celui-ci... Tu es vachement parti sur les all-in-one. C'est quand même pratique. Hein. Donc vous avez le choix, soit vous utilisez un ESC et une FC en 20 par 20 que vous allez placer comme ceci, l'une à la suite de l'autre, et vous pouvez mettre votre 4X Vista au milieu. Ça c'est pour le 20 par 20. Un peu plus gros donc, comme on a dit, vous pouvez utiliser une all-in-one to speak, donc c'est-à-dire en 25 par 25. Pareil, normalement sur la bottom plate, vous avez les trous adéquats. Celle-ci va se placer comme ceci. Et enfin, si vous voulez vraiment du très gros, une bonne grosse courgette. Là, vous allez avoir besoin, si vous êtes sur un 4X Vista, vous allez d'abord placer votre 4X sur la plaque carbone. On va venir placer l'ESC par-dessus et la FC en 30-30 par-dessus. Et vous aurez besoin de 3 jeux d'écrou, c'est-à-dire 4 sur la base pour tenir vos vis, 4 pour soutenir le SC et encore 4 au-dessus pour venir fixer votre FC. Attention, ne laissez pas vos vis se balloter, hein. Ça j'en vois souvent, ils font de la connerie, ça va vendre... Ça fout le bordel. Ça va foutre le bordel. Alors, au niveau ampérage de l'ESC, généralement on conseille du 45 ampères, mais dans mon cas, dans ce Resoup aussi, j'ai mis une all-in-one de chez Mamba qui fait 35 ampères uniquement, cependant avec 45 ampères en pic. Donc voilà, si vous pouvez 45 ampères, mais sachez que du 35 ampères en all-in-one, en 6S, ça fonctionne. Celui-ci est en 35 ampères, 4S, et il a des heures et des heures et des heures de vol. Et combien de kV, Micheline, pour celui-là? C'est 3450 kV. En même temps, celui-ci est plus fait pour du ciné-whoop, mais je l'ai utilisé pendant les inondations pour tirer des fils et rentrer dans les fenêtres des habitations pour... je comptais pas en parler de ça en fait. Les moteurs du Resoup tournant à un régime très élevé, ceux-ci sont connus pour faire des désynchros. Une désynchro, c'est quoi? C'est lorsque l'ESC n'arrive plus à suivre le rythme du moteur, que les phases et les pôles ne sont plus correctement alignés et que votre drone tombe du ciel. Ce phénomène surgit surtout lorsque vous êtes plein gaz et faites un virage à 180 degrés ou alors après un flip très rapide. Pour éviter les mauvaises surprises, vous trouverez sur le groupe Resoup francophone dans la section fichiers un document qui reprend quelques configs qui ont été éprouvés. Force est de constater que les deux ESC les plus fiables pour votre Resoup sont le Airbot Furling 32 ainsi que le Icon RD32. Ceci dit, si vous utilisez des moteurs plus doux que les X-Nova, je vous conseille de jeter un œil à la Mamba F722 qui est pour le peu intéressante et qui fonctionne très bien pour moi. Si vous regardez sur le bas du drone, ici vous pouvez remarquer
qu'il y a le petit USB-C pour accéder directement à l'AFC, car c'est une Mamba All-in-One qui a un USB externe. Il a la particularité, l'ESC je l'ai flashé sous JESC et l'AFC je l'ai flashé sous Falco X. En fait, l'origine du Reswhoop vient du Powerwhoop. Donc c'est-à-dire c'est Frisilion, hein, parce qu'il faut quand même le créditer parce que c'est lui pilote belge qui a vraiment fait tout le design, tout le concept. Et ceci c'était une frame unique et après, il est parti sur le Reswhoop pour faire alors des ducts qu'on peut remplacer séparément. Déjà ceci, moi je l'ai utilisé pour pas mal d'applications. Il y a des LED dessus à gauche à droite pour les inspections. Cinewoop avec une GoPro full. Ça t'es inspecté, t'es chiotte avec ça. Ah, j'ai inspecté des égouts. Oui, effectivement, on a inspecté des égouts, des bâtiments industriels, des cheminées industrielles. C'est vraiment pratique. En plus, c'est solide. Et on est à combien d'heures d'impression pour une machine comme celle-là? Alors, sur le Powerwhoop complet, on était à 26 heures d'impression en fait. Donc ça évidemment, quand la pièce foire, voilà, d'où l'intérêt du Reswhoop nouvelle génération. Ça met en moyenne 6 heures d'impression par duct. Mais ce n'est pas tout, je vois Micheline que vous nous avez apporté ici le petit frère. Ah oui, en 2,5 pouces. Qu'il est tout mimi. Et donc c'est exactement le même principe, sauf qu'il est un petit peu plus petit. C'est difficile de se rapprocher des 250 grammes par contre, hein, mais il devrait peut-être y avoir moyen. Alors quel est l'intérêt d'un 2,5 pouces par rapport à un 3 pouces, Micheline? C'est plus petit, ma chère. Hein. Ah, merci. Quelle coquine cette Micheline? Ah ça alors là. Il existe aussi les 2 pouces et même je pense que les 1,5 pouces viennent de sortir également. Donc voilà, toujours l'intérêt d'adapter éventuellement votre drone aux batteries que vous avez déjà. Au niveau de la préparation et des settings d'impression, vous avez un G-code qui est tout fait par Frisilion, donc ne vous faites pas chier. Vous prenez le G-code, vous le tapez dans votre imprimante et vous imprimez, c'est tout. Par contre, d'abord, on va préparer notre filament. Car le PCTPE, il a la particularité d'absorber l'humidité. Du coup, on va prendre notre bobine et on va la mettre au four. À combien, Micheline? 80 degrés pendant 3 bonnes heures, à mon avis. 80 degrés pendant 3 heures. C'est parti, j'enfourne ceci. Pendant ce temps-là, on va préparer notre petit jus de cuisson, car le PCTPE tout seul ne va pas adhérer à votre bête si vous ne lui rajoutez pas un peu de colle. Pour ça, je vais avoir besoin de colle à bois, donc de la colle vinylique blanche, qu'on va mélanger à 50-50 dans un petit bol avec de l'eau. Je mets un petit peu de colle, je mélange ça avec de l'eau, moitié-moitié, et je vais venir badigeonner le bed de mon imprimante pendant qu'elle est chaude. Une fois que c'est sec et c'est bien lisse, vous pouvez lancer votre impression. Au bout de 3 heures, je vais aller chercher mon filament. Et regardez comme il est beau, comment il a bien doré, Micheline. C'est pas beau, ça? Magnifique. On fait ça pour sécher le filament, pour qu'il n'ait pas d'humidité dedans. Si vous ne le faites pas, l'impression va fonctionner, mais vous allez avoir un rendu tout dégueulasse, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez un duct qui est relativement translucide. Et celui-ci n'a pas été séché par avant, il a chopé l'humidité, du coup il est tout mat. Une fois que vous avez séché le filament pendant 3 heures au four, attention, pendant l'impression, il va récupérer l'humidité, c'est pour ça qu'on va le mettre dans notre chauffe-bobine. Le chauffe-bobine. Et donc Micheline, comment on le règle celui-là? Moi généralement, je le mets au maximum et je le laisse pendant toute la durée de l'impression. Donc pour ce modèle-ci, ça va être 55 degrés, notre impression dure 6h30, donc vous allez régler sur 7 heures. Attention avec le G-code de Frisilion, vous allez avoir des températures de 242 degrés pour le filament, 60 degrés pour le bed. Si jamais vous avez du décollement, c'est-à-dire que vous voyez que votre pièce se décolle et warpe légèrement, moi j'ai tendance à descendre le bed de 10 degrés, autour de 50 voire 45 degrés, et là je n'ai aucun décollement, la pièce sort bien droite. Alors, une fois notre impression terminée, vous allez vous retrouver avec ceci, c'est-à-dire un beau petit duct. Vous allez répéter l'opération 4 fois. Ou 5 ou 6 pour avoir du spare. Oui, parce que c'est solide, mais bon... Mais pas tant que ça. Quelque chose de vraiment pratique avec le PCTPE, et en fait tous les matériaux imprimés en 3D, c'est qu'un fer à souder, un petit peu de filament, et il suffit de ressouder littéralement son quad ou ses ducts. Celui-ci, il a déjà eu quelques belles retouches et c'est reparti. Comme un 40. Vous aurez également besoin
d'une suspension en TPU pour votre caméra. Pareil, tous les fichiers STL sont disponibles sur le Thingiverse de Frysilion ou sur le groupe Facebook Reswhoop dans la section fichiers. Et donc Micheline, une fois qu'on a bien cuisiné, qu'est-ce qu'on doit faire? La vaisselle! La vaisselle! Voilà, une fois qu'on a imprimé nos ducts, on va les mettre au lave-vaisselle, Micheline, pour qu'ils récupèrent un petit peu d'humidité. Cela va leur redonner leur élasticité et ça va permettre au Reswhoop d'être un petit peu plus résistant face au choc. Je l'ai jamais fait, mais si tu le dis. Ceci dit, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à imprimer, vous pouvez toujours acheter la frame toute faite sur Drone Part Center. Et c'est parti pour le montage. Dans un premier temps, je vous conseille de préparer vos LED. Alors, vous pouvez soit utiliser des LED COB 12 volts 2 watts, vous avez une encoche dans le duct pour les placer, soit dans mon cas, j'ai utilisé un strip LED 28-12 5 volts programmable. Je vous conseille également de coller le LED strip sur la bottom plate et pas sur les ducts comme je l'ai fait. Ce sera plus facile pour remplacer les ducts par la suite. Ensuite, on va venir fixer notre Cadix Vista à la bottom plate avec 4 vis M2 par 16 ainsi que 4 écrous. Ensuite, on va placer nos vis pour la stack, c'est-à-dire des M3 par 30 et on va utiliser un écrou pour bien les fixer contre la bottom. Faites attention, il ne faut pas que les vis bougent. Et on va en placer que 3 parce que sinon on bloque l'accès à l'USB dont on aura besoin pour activer et mettre à jour notre Vista. Donc on remettra la 4e vis une fois qu'on l'a activé. Ensuite, je mets un deuxième set d'écrous en nylon pour régler la hauteur de mon ESC. Ensuite, je prépare mon ESC. J'utilise un spike absorber ainsi que 2 condensateurs pour un total de 2660 microfarads de filtrage sur ce quad. Je prépare mon ESC, c'est-à-dire je soude mes moteurs. Je soude mon XT60 de biais, vu qu'elle va venir sortir sur le côté. Attention, l'XT60 ne passe pas dans les trous de la top plate, donc prévoyez-le. Ensuite, on va venir souder notre Nano RX ou quel que soit le récepteur que vous utilisez. On va se monter la caméra avec 2 vis de M2 par 6 mm. Et on va monter les moteurs avec 4 vis M3 par 6 mm. Et alors n'oubliez pas d'utiliser du frein filet. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à assembler le quad avec les 4 vis M3 par 35, en prenant garde de ne pas pincer ni l'antenne ni le câble de la caméra. Et pour terminer, vous allez passer un strap dans la top plate, passer l'XT60 dans la top plate, ressouder l'XT60, pincer le TPU de la caméra dans la vis, mettre les 4 écrous, serrer les 4 écrous, et enfin fixer les câbles et l'antenne à l'aide de Riesling. Alors, au niveau des hélices Micheline, qu'est-ce que nous avons là? Donc nous avons les... Attends, je vais parler normalement. Ouais, tiens, parle parce normalement. ouais, c'est ça, parce que... Donc, au niveau Toi, tu des le fais bien, tu le tiens, toi. Hein tu le tiens, ta Maïté. Tu la tiens, hein on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Alors, moi, mes favorites, ce sont les HQ Prop en 75 mm, 6 pales. Et, Voilà. Mais vous avez les mêmes en 8 pales, attention. c'est vrai, effectivement, mais bon. Et ça, ce sont celles que je préfère. Ce sont les Gemfan. Attention, c'est du 76 mm. Donc ces hélices-là, vous allez devoir les recouper avec un petit outil comme celui-ci. Alors là, ça a l'air de rien. Mais comment ça fonctionne, Micheline? Vous venez mettre la Dremel par ici. Dans le petit trou. Vous placez votre hélice. Vous réglez la longueur désirée. Vous faites tourner la Dremel. Et hop, vous allez venir découper l'hélice. Vous allez retirer 2 petits millimètres. Et ça va nous c'est servir. bien fait. Et ça va nous servir à quoi? Ça va servir que lorsque je vais venir taper avec la compression du duct, je ne vais pas avoir mon hélice qui va venir éventrer mon duct. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça passe nickel. Alors plus l'hélice est proche du duct, plus vous allez avoir de la propulsion. Mais attention, plus vous risquez de casser l'hélice en cas de crash. Donc nous, on conseille de découper quand même un tout petit peu l'hélice pour avoir un petit peu de marge. Donc ça dépend si vous faites plutôt du bandeau ou si vous voulez vraiment plutôt de la performance. Vous allez plus ou moins découper votre hélice. Voilà, moi je le laisse 2 petits millimètres, comme ça j'ai un peu de marge quand je crache et je n'éventre pas mes ducts toute la semaine. Alors, on n'en a pas parlé, mais personnellement, moi je vole le Reswhoop avec des Tattu 1050 6S, mais la plupart des gens vont préférer des 1300, voire des 1400 pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Sinon, on va voler autour des 3 minutes 30 grand maximum. Tant qu'on est là, on a oublié de parler au niveau du placement d'antenne. Ah oui, évidemment, ça c'est particulier. Si vous êtes en numérique, vous êtes avec le Cadix Vista. Pour ma part, moi j'ai simplement calé l'antenne du Vista à l'arrière. Vu que le drone a énormément d'angles, ce n'est pas grave d'être dans le point mort de l'antenne. Ceci dit, ce n'est pas fait pour faire du long range, donc on ne cherche pas
La performance, on cherche la durabilité. On a également 2 machines avec des Aeronit, c'est-à-dire avec 2 antennes. Donc pour ta part, sur ta machine avec le Aeronit, toi tu en as placé une à l'arrière, une sur le côté, c'est sur celle-là je pense. Ouais. Voilà, donc vous avez une antenne qui ressort à l'arrière et une antenne à 90 degrés sur le côté, hein, comme ça il y a une couverture au maximum. Moi pour ma part, j'avais pas réussi à faire ça, je l'ai simplement fait comme ceci. Donc il y a une antenne qui sort à l'arrière, une deuxième antenne qui sort à 60 degrés. Voilà, avec la petite impression de TPU qui tient en même temps l'immortalité. Alors moi personnellement je n'ai perçu aucune différence de performance avec les 2 antennes de l'Aeronit. Je ne sais pas si pour vous Micheline, ça a fait une différence. Non. Non. Et voilà, restez sur des cas existants. Hey, on va peut-être parler des réglages 2 secondes. Au niveau des réglages de essai, très important, vous mettez votre essai à jour en 32.8. Ramp Up Power, c'est le limitateur de courant quand l'hélice se met à tourner. Par défaut, il est à 50%, on va le régler à 25%. Si vous avez encore des desyncs, vous pouvez essayer 20. On le veut le plus bas possible pour peu que le moteur arrive toujours à faire tourner l'hélice. À 10%, l'hélice tourne plus. Donc si vous avez des problèmes de yaw washout, comme sur un petit whoop, vous montez Ramp Up. Dans notre cas, avec le Race Whoop, si vous le baissez pas, vous allez avoir des D5. C'est Startup Power dans BLLI S. Au niveau démac compensation, on va le régler sur High. Moteur timing, vous pouvez le laisser sur auto. Moi j'aime bien vers 25 degrés. Monter le moteur timing par rapport au défaut qui est de 16 va limiter les D5. Quand vous le montez, vos moteurs vont consommer plus de courant, ils vont chauffer un peu plus, mais ils auront plus de puissance et moins de risque de désynchro. Donc vous pouvez essayer auto ou vers 21, 24, 25. Dernier réglage, c'est le PWM Frequency. On va se mettre en 48 et si votre essai le permet, vous pouvez même vous mettre en 48, 96. Ça veut dire qu'en bas du régime, il va tourner à 48 kHz. En haut du régime, le PWM tournera à 96 kHz, ce qui va nous donner une meilleure autonomie. Je suis sous Betaflight 4.3, release candidate numéro 1. Elle est bourrée de bugs, c'est génial. Mais bon, voilà, du coup ça va être l'occasion de voir ça ensemble. Dans l'onglet Pit Tuning, moi je vais simplifier au maximum. Anti-Gravity, c'est un quad qui est très bien équilibré et qui ne bouge pas, qui est en trou X, donc vous n'en avez pas besoin. Donc on va se passer de ça. Throttle Boost, ça fout le bordel, pareil, on va s'en passer. La commande magique, si vous avez toujours des desyncs, malgré le ramp up power baissé et le moteur timing augmenté, ça c'est la commande magique. Moteur output limit, vous allez mettre 95%. Ça va émuler des moteurs 2700 kV. Je vous rassure, vous n'allez pas sentir la différence. Mais normalement ça devrait régler les problèmes de désynchro. Moi j'en ai pas besoin pour l'instant. Et voilà. On va se mettre 75, 75, 75. Le Race Whoop, c'est une machine qui n'a pas besoin de beaucoup d'intégrales, donc moi je l'ai réglé à 70. Et pour le yaw, je suis à 60. Alors pourquoi je suis aussi bas? C'est parce que j'avais énormément de yaw jump avec le Race Whoop, donc c'est-à-dire que quand je donnais un coup de yaw assez puissant, j'avais mon quad qui prenait beaucoup d'altitude. Pour régler ça, j'ai baissé les PID sur le yaw, et on va se passer light term relax sur roll, pitch et yaw. Au niveau du D, on va se régler ça sur 50 et 55. Pas besoin de D max. Feed forward, moi je suis pas un grand fan, donc j'ai tendance à le mettre 0. Maintenant, si vous voulez avoir un quad super sharp, vous pouvez essayer 200 de feed forward. En dessous de ça, il joue pas énormément, donc... Le prochain onglet, c'est les rates. Les rates, c'est quelque chose de très personnel, mais ici, on va quand même toucher à un ou deux réglages. TP breakpoint, on va mettre ça à 1500, parce que je trouve que la valeur stock est un peu basse. Et aussi, si vous n'avez pas de GoPro, on va se mettre un peu de throttle expo pour faciliter la gestion de l'altitude. Donc moi, mon quad, il over à 25%. Donc je vais mettre le throttle mid à 25% et je vais me mettre 25% de throttle expo. Vous pouvez expérimenter 0, 25 ou plus si vous le souhaitez. Alors, concernant les filtres, très important, si vous êtes en Betaflight 4.2, le RPM filter reste un des filtres les plus efficaces. Ceci dit, il peut causer des soucis, notamment avec le PWM à 96 kHz par seconde. Donc pour activer le RPM filter, moi j'ai fait mes réglages avec ça. Vous devez avoir bidirectional 10 shots d'activer, motor pole 14. Et alors, dans le filtrage, on va se régler le gyro RPM sur 150 Hz parce qu'il se passe pas grand chose en dessous de 180 Hz.
Mais voilà, pour avoir un peu de marge, et puis vu que vous allez tous me fabriquer des quads avec des FC scotchés, des RX attachés avec des Riesling, des Cadix Vista attachés avec des Riesling, on va se prendre un peu de marge, on va se mettre ça à 150. Dynamic Notch, il est passé automatiquement à 1. Par contre, je vais augmenter ici, je vais mettre 700 Hz parce qu'on a du bruit jusque 700 Hz dans le Reswoop. Le low pass sur le gyro, vous n'en avez pas besoin, mais pareil, vu que je sais que vous allez me faire des quads attachés avec du scotch, on va quand même s'en laisser un. Donc je vais quand même laisser le gyro low pass 1, je vais le mettre en statique et on va se le régler. Vous pouvez aller jusque 300, si vous sentez que vos moteurs chauffent, vous redescendez cette valeur là. Sur le D-Term, moi je vois pas trop l'intérêt d'avoir un filtre dynamique, je préfère le laisser en statique, ça me facilite le réglage. 75 Hz, 150 Hz et le Yo Low Pass Filter, on n'en a pas besoin. Alors si vous ne souhaitez pas utiliser le bidirectional D-Shot avec le RPM Filter, on va retourner dans les modes, on va désactiver bidirectional D-Shot, ça qui est bien avec Betafly 4.3. Quand je vais retourner dans le PitTune, Filter Settings, voilà, vous voyez que le Dynamic Notch a changé automatiquement, ils le disent ici, hein, donc si vous utilisez le RPM Filter, on vous conseille de 1 à 2, sans le RPM Filter, on vous conseille une valeur de 4 ou 5, donc je vais mettre une valeur de 4, 150, 700, mon statique sur 300, et le D-Term 75, 150, on va tester ça. Voilà Micheline, merci pour votre assistance. On va aller déguster tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à taper un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Ah, ciao, bon dimanche. Bonne soirée Micheline. Bonne soirée, Maïté. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh bonne mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi.